Bonjour, l'événement numéro un à cette presque veille de Noël 2020, c'est Bob Dylan qui fait l'actualité du petit monde du business de la musique parce qu'il a vendu un catalogue de 600 de ses chansons à Universal Music Publishing pour une somme qui est dite entre 300 et 400 millions de dollars. Alors c'est pas mal. Et je me suis dit qu'on pourrait regarder un peu quels pourraient être les intérêts et les motivations de l'un comme des autres d'effectuer cette transaction, et avant cela de regarder un peu plus en détail quel est ce personnage mystérieux qui est l'éditeur musical. C'est parti. Quelques mots donc sur l'éditeur musical. Si on se place dans un monde où l'électricité n'a pas encore été inventée, l'éditeur musical est déjà là et c'est une personne qui a pour fonction d'acheter des paroles, des musiques auprès d'auteurs et ensuite de se charger de l'impression de la partition de ces musiques pour la commercialiser, soit par la vente, soit par la location. Ensuite, l'éditeur musical, encore lui, envoie dans les cours des immeubles, dans les rues, sur les places de marché, des chanteurs de rue qui interprètent ces chansons et ainsi les font connaître du public. Et en dehors des villes, pour le reste de la France, et ça a duré jusqu'à la fin des années 40, début des années 50, les bals du samedi soir avaient un rôle absolument essentiel puisque les orchestres de bal étaient à la fois les premiers utilisateurs de ces œuvres en achetant ou en louant les partitions auprès des éditeurs et il faisait également office de média en faisant connaître les nouvelles chansons auprès du public. Et ainsi, les éditeurs, s'ils se débrouillaient bien grâce au spectacle, au music-hall, au bal, pouvaient, en l'espace de quelques semaines, faire connaître une chanson dans la France entière et en faire un tube. Ensuite, l'électricité est arrivée et avec ça, l'enregistrement sonore, la radio, la télévision, aujourd'hui Internet, et le rôle de l'éditeur musical s'est diversifié et il agit principalement comme un intermédiaire entre d'un côté les auteurs, les personnes qui écrivent les paroles, qui composent la musique des chansons, et pour ces chansons, il va essayer de trouver des interprètes qui vont pouvoir faire connaître ces chansons auprès du public et souvent l'éditeur est aussi sollicité pour faire le chemin inverse. Certains producteurs ont sous la main des artistes qui sont très bien pour aller sur scène, pour aller devant le public, une belle voix, tout ce qu'il faut, des bêtes de scène, mais il leur faut des bonnes chansons et là encore, c'est l'éditeur musical qui va les leur fournir. C'est un manager, non pas pour la personne des auteurs, mais en fait pour les œuvres elles-mêmes qu'il achète et petit à petit, il construit ainsi son catalogue. Et depuis quelques années maintenant, on voit aussi grandir ce qu'on appelle tout ce qui concerne la synchro, c'est-à-dire le fait pour les éditeurs, là encore, de trouver des utilisations pour les musiques, pour les placer dans des films de cinéma, des films de télévision, de l'habillage, de télévision, de radio, des documentaires ou des films de publicité. Et c'est un secteur qui est en croissance constante depuis pas mal d'années. Voilà en résumé le rôle de l'éditeur musical. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que créer sa maison d'édition, c'est un petit peu comme un plan d'épargne retraite. Parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la durée. Il faut des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois plus, pour se constituer un catalogue de chansons important. Et le moment venu, et c'est là qu'on en vient à Bob Dylan, on pourra choisir de vendre l'intégralité de ce catalogue pour pouvoir peut-être passer un peu de temps avec ses petits-enfants et aller à la pêche avec eux. Bob Dylan, comme la plupart des jeunes auteurs-compositeurs, lorsqu'il a commencé sa carrière au début des années 1960, avait vendu ses premières chansons à un éditeur. Mais contrairement à de nombreux autres auteurs-compositeurs, il s'est rapidement aperçu que ce n'était pas forcément le meilleur moyen pour lui de garder le contrôle sur son œuvre. Et donc, assez rapidement, toujours dans les années 60, il a racheté les chansons qu'il avait vendues à un éditeur et à partir de ce moment-là, il a vraiment gardé précieusement tous ses droits parce qu'il tenait à avoir le contrôle sur ses chansons. Et c'est ainsi qu'avec le passage du temps, si on se met à sa place, c'est un monsieur qui va bientôt, dans quelques mois, avoir 80 ans. Il a 6, 7 enfants, selon Wikipédia. C'est pas très certain pour au moins l'un d'entre eux. Enfin, admettons qu'il est
7 enfants, on sait que les successions, en particulier quand il y a de l'argent à la clé, peuvent être l'occasion pour les familles de s'entre-déchirer, et peut-être a-t-il voulu éviter de laisser peser sur les épaules de ses enfants une charge, après tout, qu'il peut gérer lui-même tant qu'il est en capacité de le faire. C'est une simple supposition de ma part, mais on peut imaginer que c'est après tout le bon moment, et c'est aussi le rôle finalement d'un catalogue éditorial de se constituer un plan d'épargne retraite, et donc le moment venu, on peut vendre l'ensemble de son catalogue. Pour peu qu'il y ait des chansons qui aient eu pas mal de succès sur ce catalogue, il sera généralement assez facile de trouver une major, généralement, pour pouvoir racheter ce catalogue, et c'est ce qu'a fait Universal, et ce qui permet à Bob Dylan d'aller à la pêche avec ses petits-enfants s'il en a l'envie. Et du point de vue d'Universal, on peut également se poser la question de savoir qu'est-ce qui a pu motiver, parce que la somme n'a pas été dévoilée, mais tout le monde murmure qu'elle est quelque part entre 300 et 400 millions de dollars, ce qui est quand même une dépense importante, donc on imagine que ça a suscité une certaine réflexion chez Universal, de se dire comment on va faire pour rentabiliser cet investissement. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que bien sûr Bob Dylan est très connu pour avoir chanté lui-même ses chansons, mais c'est de tous les auteurs-compositeurs américains, c'est lui qui est le plus repris. Il est repris par tout un tas de gens, il est extrêmement joué, et quand il est repris, c'est souvent aussi par des artistes qui eux-mêmes bénéficient d'une très grande notoriété, donc offrent une très grande diffusion. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il n'échappe à personne que Bob Dylan est plus très jeune, et même si on lui souhaite une très longue vie, nous savons que les hommes sont mortels, Bob Dylan est un homme, donc Bob Dylan est mortel, et que ce jour-là, pour la maison de disques, en tout cas pour le groupe Universal, ça pourrait être assez intéressant de disposer de ce catalogue, parce qu'on peut très bien imaginer qu'un certain nombre d'albums vont être sortis, des albums d'hommage par de très grands artistes, probablement, qui, là encore, reprendront et donneront une nouvelle jeunesse aux chansons de Bob Dylan, ce qui permettra sur la durée à Universal de pouvoir rentabiliser cet investissement important, sachant que pour l'instant, l'état du droit actuel, ces droits rapporteront de l'argent à Universal durant les 70 années qui suivront l'année où, malheureusement pour lui, décédera Bob Dylan, et ce qui laisse largement le temps de pouvoir rentabiliser ça. En tout cas, j'imagine que c'est le calcul qui a dû être fait du côté de chez Universal. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur cette transaction hors norme, puisqu'on parle de la transaction éditoriale la plus importante de l'histoire de la musique, financièrement parlant. Et en même temps, je crois que ça pose question sur qu'est-ce qui fait le succès d'une chanson? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Universal considère que l'œuvre dans son ensemble de Bob Dylan a une valeur économique extrêmement importante? Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'outils faciles d'accès pour faire de la musique, d'avoir un très bon son, une très bonne qualité technique, une très bonne qualité même artistique, avec tout un tas de samples, d'instruments virtuels, d'accords préprogrammés, tous les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui. On pourrait croire que c'est facile, et pourtant, la différence existe toujours d'une chanson à l'autre, et je crois que souvent quand on constate qu'une chanson a un rayonnement très important et séduit une large part du public, derrière il y a toujours une histoire de qualité, une histoire qui touche le public, même si on n'aime pas la façon dont elle est dite, même si on n'aime pas le style musical, mais quand on est confronté à un grand succès comme ça, c'est bien souvent que derrière il y a un véritable art pour raconter une histoire. Je crois que ça, c'est ce que nous rappelle également cette transaction très particulière, et cet art pour raconter des histoires, contrairement à ce que la société voudrait souvent nous faire croire, n'est pas une grâce donnée par les étoiles, une bonne fée ou un dieu quelconque, mais plutôt par beaucoup de travail. Raconter des histoires en musique, c'est comme le reste, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il ne me reste plus qu'à vous dire encore merci, bravo pour tout, et à très bientôt.